sur Talents Précieux, le podcast de la réussitologie, l'art des comportements de la réussite. Talents Précieux a pour ambition d'illustrer la mise en œuvre des comportements qui mènent au succès, dans le contexte professionnel, à travers le témoignage d'un invité différent à chaque épisode. Je suis Perrine Corvézier. Avec Amélie Dag, mon associée, que vous entendrez sur d'autres épisodes, nous avons fondé Human Learning Expedition, le cabinet de conseil et de coaching qui produit ce podcast. Abonnez-vous à Talents Précieux pour être prévenu des nouveaux épisodes. Si vous nous écoutez sur Apple Podcast, notez la chaîne avec 5 étoiles pour permettre à d'autres auditeurs de la découvrir. Et n'hésitez pas à parler de Talents Précieux autour de vous, sur les réseaux sociaux et dans la vraie vie. Vous pouvez suivre Human Learning Expedition et Talents Précieux sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn et sur Twitter. Place maintenant à l'invité de cet épisode. Le métier de commissaire-priseur, c'est pas que du rêve. On voit juste la partie immergée de l'iceberg quand on voit la vente aux enchères, mais il faut comprendre qu'avant, c'est beaucoup de pédalage et beaucoup de travail, et que c'est vraiment les 5 derniers pourcents qu'on voit quand on voit une vente aux enchères, où on se dit oh là là, c'est classe avec le marteau, mais avant, ça a été beaucoup de travail. Elsa Joly-Malhomme est commissaire-priseur. Ou alors dénicheuse de trésors et mandataire de vente, comme elle l'explique au micro de Talents Précieux. Arrivée à ce métier dans une seconde étape de sa vie professionnelle, elle nous explique qu'elle a toujours été attirée par le beau. Réussir une estimation, réussir une vente, Elsa nous livre les facteurs essentiels de son métier, composés de techniques et d'expérience. Elle s'appuie sur la prudence, sur la curiosité, sur son énergie, sur sa rigueur, autant de soft skills qu'elle associe à l'objectivité du prix et à un réseau solide et entretenu. On entend presque le bruit du marteau dans cet épisode où Elsa partage avec énergie et pédagogie le sens de son métier qui l'anime tant. On pourrait penser qu'elle cherche à nous transmettre le virus des ventes aux enchères. Bonne écoute! Bonjour Elsa. Bonjour Perrine. Merci de me consacrer du temps ce matin. Tu as un métier très particulier et ça fait longtemps que je voulais t'avoir dans un épisode de Talents Précieux. Quel est ton métier ? Je suis commissaire-priseur. En quoi ça consiste ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, commissaire-priseur, on est un petit peu des dénicheurs de trésors. Je sais pas si tu avais regardé les émissions Un trésor dans votre maison. Nous, c'est notre rêve. On essaye toujours d'aller trouver des trésors dans vos maisons. Donc, notre métier, c'est d'être des experts généralistes. On a une formation qui est assez longue en droit et en histoire de l'art. Moi, j'ai cette formation, j'ai une formation un peu typique parce que je suis passée par une école de commerce aussi avant, et l'école du Louvre. Et donc, notre métier, c'est d'être à la fois des juristes et des experts généralistes en art. Et donc, on fait des inventaires, souvent chez des particuliers, à l'occasion, par exemple, d'une succession. Ou un inventaire pour assurance, et donc on fait une liste de tous les biens et objets mobiliers qui sont dans une maison, dans un appartement, et donc on les décrit, on doit savoir les décrire et leur mettre un prix. C'est pour ça le mot de priseur. C'est un métier très ancien qui date déjà au temps des Gaulois. Il y avait des commissaires-priseurs, et donc c'est un métier qui a été ensuite légiféré un peu mieux par Napoléon, encadré un petit peu mieux, et maintenant il y a des officiers ministériels, ça sont les commissaires-priseurs judiciaires, et des commissaires-priseurs volontaires qui eux vendent librement les biens et objets d'art que vous avez chez vous. Tout ce que tu estimes, tu es amené à le vendre ou pas forcément ? Alors pas forcément. On fait beaucoup d'estimations d'objets, et finalement une petite portion seulement se retrouve aux enchères, étant donné que dans une famille, par exemple, quand il y a un partage, les personnes de la famille vont conserver une partie des biens ou des objets, souvent les moins volumineux, parce que la vie moderne fait qu'on a un peu moins de place dans nos maisons, donc voilà, ils nous laissent les grandes armoires normandes, les coffres, voilà, tout ce qui est malheureusement très dur à vendre en ce moment en plus. Donc et ils gardent les
les choses un petit peu plus petites. Mais donc on ne vend pas tout. On fait beaucoup d'inventaires qui ne débouchent pas forcément sur des ventes. Mais en revanche, tout ce qui est dans les ventes aux enchères a forcément été inventorié avant. Ce qui vous vendez vous est confié pour la vente, vous ne l'achetez pas pour le revendre. Oui, ça c'est vraiment un point très important parce qu'en fait souvent on a l'impression qu'on est propriétaire des biens et non, nous sommes des mandataires opaques, c'est-à-dire on achète à aucun moment les biens et les objets qu'on nous confie. Nous sommes des mandataires, donc on représente le vendeur. Le vendeur nous les confie avant, donc d'ailleurs son identité est cachée. Enfin les vendeurs sont toujours anonymes à moins que ils nous demandent expressément d'annoncer le nom d'une collection, mais sinon tu ne sauras jamais de qui ça vient. Et en revanche, il nous confie la mission de vendre pour son compte au plus offrant, parce qu'évidemment, nous, notre intérêt, et c'est le même que celui du vendeur, c'est que ça se vende le plus cher possible. D'accord. Toi, tu as une spécialité, j'ai l'impression, c'est que tu vas dans les entreprises et les institutions, c'est ça ? Oui, alors moi je viens de monter ma maison de vente aux enchères. Je viens de créer une start-up qui s'appelle Adhère Entreprise et Patrimoine, donc avec la maison Adhère, qui est une des plus importantes maisons de vente aux enchères en France, qui est la 6e, qui est une grosse maison. Et donc on a créé en fait une maison spécialisée dans le patrimoine des entreprises. Parce que c'est un domaine que je connais bien. Ça fait plusieurs années que je m'occupe des ventes de Radio France. On a fait 12 ventes dans les 4 dernières années pour presque 1 million d'euros de produits total de vente. Et je me suis rendu compte au cours de mes 15 dernières années de commissaire-priseur qu'il y avait vraiment souvent des trésors dans les entreprises. Et là, vraiment, pour le coup, quand tu es dans un environnement de bureau, tu regardes pas ce qui est autour de toi du tout. C'est ton travail. Tu ne t'intéresses pas à ce qui est dans la salle de réunion, à l'accueil, dans la salle à manger de direction. Tu ne t'y intéresses pas. Et en fait, il peut y avoir des choses vraiment intéressantes en termes de design, en termes de tableaux, en termes de sculpture, voilà. Et donc là, on se spécialise sur ce domaine avec cette nouvelle société, et donc on fait des inventaires dans les entreprises. Mais je continue à avoir aussi une clientèle de particuliers. Dans les entreprises, ils ont probablement une idée plus précise de ce que cela leur coûte, parce que c'est rentré dans leur comptabilité, j'imagine, à un moment donné. Alors, c'est rentré dans leur comptabilité à l'achat. Donc ça, ils savent très bien combien ils ont acheté. Ils ont d'ailleurs souvent toutes les factures. Pour nous, c'est un bonheur parce qu'on retrouve exactement quand et où ça a été acheté. Et comme on sait que la provenance est hyper importante pour déterminer la valeur d'un objet, pour nous, c'est génial. En revanche, souvent, ça ne vaut plus rien parce que ça a été complètement amorti au cours des années. Nous, on arrive souvent, ça fait 10, 20, 30, 40 ans, 50 ans, 100 ans que c'est là. Donc ça ne vaut plus rien. Dans les comptes, c'est valeur égale à 0. Et donc, tout ce qui va arriver en revenu est du bonus. Et du bonus pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on a identifié le concept de auction for good, parce que ça libère de l'espace. Et on sait que les coûts de stockage, c'est très très élevé pour une entreprise. En fait, quand tu envoies des choses dans un garde-meuble ou dans un stockage, souvent tu les oublies, tu les envoies loin de ta vue, mais en fait tu reçois la facture. Les entreprises reçoivent les factures tous les mois, et les coûts de stockage en France, c'est 400 milliards d'euros. Donc c'est absolument gigantesque. Et donc ça limite, et il y a des moments où il faut s'y pencher, il faut il faut traiter le problème, aller voir ce qu'il y a dans les entrepôts ou dans les entreprises et vendre si c'est intéressant. Tu travailles avec qui dans ta maison de vente ? Il y a qui d'autre ? Alors, je travaille avec les équipes Adhère. Donc, Adhère, il y a une vingtaine de personnes. Il y a 2 commissaires-priseurs qui s'appellent David Norman et Xavier Dominique. Et il y a toute une équipe d'experts qui sont vraiment, pour moi, dans les meilleurs actuellement. Et notamment, par exemple, un expert qui est très connu pour le design du XXe siècle, qui s'appelle Emmanuel Hérault, et donc qui est très compétent. Donc c'est vrai que quand je vois quelque chose qui me semble intéressant en termes de design, immédiatement je lui communique la photo et on échange, et il m'aide à faire l'expertise. Voilà, c'est vraiment assez collégial en fait. Très souvent, on a besoin il y a des choses qu'on connaît très bien, et il y a des choses où on veut pas passer à côté d'un objet important en fait. L'horreur d'un commissaire-priseur, c'est de rater quelque chose. Il faut être assez modeste. Il faut, par exemple, quand tu tombes sur un objet chinois, en ce moment, c'est ce qui se vend le plus cher. Donc, on fait très attention.
on le montre à un expert, quelqu'un de très compétent dans le domaine, parce que ça dépasse tes compétences. Faut être modeste, hein. Et donc tu attends que l'expert même vienne le voir, tu organises un rendez-vous, tu lui montres, et là comme ça tu es sûr vraiment de ce que c'est, parce que tu peux avoir des énormes surprises. J'imagine qu'il y a deux moments très différents, c'est des moments des estimations puis le moment des ventes. Ouais. Moi j'ai vu des photos de toi avec ton marteau où tu as une attitude on te sent pleine d'entrain et en train de chauffer cette salle pour qu'elle achète plus, c'est ça? En fait, c'est un vrai on est un peu des battleurs parce que c'est vrai qu'il faut animer la salle. On est vraiment des animateurs. Parfois c'est dur, parfois il y a pas grand monde dans la salle, parfois les gens sont fatigués, il y a les grèves, c'est dur, et donc il faut que toi tu arrives avec plein d'énergie. Il faut que tu aies envie, parce que toi tu représentes le vendeur, donc c'est ton boulot de faire que ça se vende bien. Et donc il faut communiquer ton énergie, et c'est pas toujours évident. Donc il faut effectivement, et même quand les choses se vendent pas, parce qu'évidemment ça arrive, hein, parfois tu as une vente et tu vends pas tout, hein, et ben il faut passer au lot suivant avec simplicité. Voilà, tu passes au lot d'après. Quand t'as pas tapé du marteau et que t'as pas dit adjuger, ça je vous donne un petit truc parce que c'est pas évident toujours à percevoir dans une salle de vente. Quand le commissaire-priseur ne dit pas adjuger, qui tape, c'est que c'est pas vendu. Et tu verras, il passe comme ça. Un peu discrètement et avec le plus de sérénité possible au lot d'après, qui donc on espère va se vendre. Tu peux vendre des choses que tu n'aimes pas, que tu comprends pas, le prix te paraît pas juste. Alors moi ça m'est jamais arrivé. Techniquement oui, parce que ton marteau, c'est un outil que tu peux mettre au service de n'importe quelle vente. Moi, ça m'est jamais arrivé de pas savoir ce que je vendais. Non, moi, j'aime bien contrôler quand même et connaître ce que je vends. Donc, et donc évidemment, savoir connaître tout ce qui est dans la salle, pouvoir répondre à des questions, pouvoir justement, ça fait partie de l'intérêt d'une vente. C'est animer, c'est aussi raconter des informations intéressantes sur les artistes, la technique, la provenance. Si tu fais pas ça, t'es un peu mécanique, t'es un marteau mécanique et c'est beaucoup moins intéressant. Justement, c'est une question qu'on a posée pas mal à certains métiers. Est-ce que ton métier est pérenne dans le temps, ou est-ce qu'il a une chance un jour d'être remplacé par un robot, est-ce qu'il y a des ventes aux enchères numériques, digitales exclusivement? C'est une super question. Alors là, on a tout le monde avait peur de cette évolution-là. Parce que c'est vrai que le monde est de plus en plus digital, et il y a déjà beaucoup de ventes qui se font en ligne, et on se rend compte que pour l'instant, ce contact humain, ce côté événement, spectacle, show, qui est toujours un très bon moment, vraiment en fait, hein, c'est une vente aux enchères, c'est quand même un moment sympa, et ben ça c'est irremplaçable en fait. Le côté humain, il continue à marcher, à fonctionner, et à faire que les gens qui sont dans la salle, ils se prennent au jeu. Ils arrivent parfois avec l'idée d'enchérir à 1000, et ils se retrouvent finalement pris dans cette espèce de fièvre acheteuse qui fait que tu t'emballes et ça tu l'as pas en ligne. Tu l'as beaucoup moins en tout cas. Donc notre métier, il est pas prêt de disparaître, je pense, parce que c'est quand même tu vends quand même encore beaucoup mieux en salle qu'en ligne, pour moi, hein. Et d'ailleurs, tu verras, quand tu regardes, il y a beaucoup de ventes en ligne, hein. Je suis la première à en faire, j'adore, mais on vend souvent des choses moins importantes. Les lots les plus importants, on les gardera toujours pour une vente physique. Une vente réussie, c'est quoi du coup ? Une vente réussie, c'est une vente 100% vendue. Ça veut dire que tu as bien estimé, t'as bien ni trop peu ni trop ni trop peu, parce qu'il faut que les estimations soient évidemment justes, mais il faut qu'elles soient quand même assez attractives, que les gens aient envie de venir. Donc quand tu vends 100%, ça veut dire que t'as bien ciblé tes estimations, que les gens sont venus, ils n'ont pas été dégoûtés par les prix.
C'est quand il y a effectivement quand même un petit peu de monde dans la salle, hein, parce que sinon c'est quand même pas marrant. Quand t'as beaucoup d'enchères par téléphone, beaucoup de gens connectés sur Drouot Digital. Tu sais, maintenant on peut suivre toutes les ventes sur en live en fait sur Drouot Live. Donc on a aussi 30% de nos ventes qui partent comme ça sur Drouot Live ou sur d'autres sites. T'as Interenchères, t'as Auction, t'en as pas mal. Et donc une vente réussie, c'est une vente où les gens repartent heureux, contents de ce qu'ils ont acheté, où le vendeur évidemment est satisfait, où nous on n'a pas eu de soucis de casse, de pertes, de choses qui peuvent se passer toujours avec les objets. On fait extrêmement attention, on est très prudent, mais tu vois, évidemment dans tout déplacement d'objet il y a un risque. Donc on a beau prendre toutes les précautions possibles, donc vraiment une vente réussie, c'est une belle exposition, des gens, des acheteurs contents et 100% vendu. On appelle ça des ventes en gants blancs, c'est-à-dire qu'à la fin de la vente, on vient t'apporter des gants blancs et ça c'est sympa. T'as tout vendu et ça c'est notre rêve. Et une estimation réussie? Une estimation réussie, c'est une estimation juste qui fait que les gens n'ont pas été dégoûtés de venir à la vente et où tu reçois des ordres d'achat. Ça veut dire que ton estimation elle est bonne. Si tu estimes un bien et que personne n'est intéressé, alors c'est soit que l'objet d'art ou le tableau n'a aucun intérêt, mais enfin c'est quand même rare. Il y a toujours un intérêt dans une œuvre ou dans un objet, donc ça veut dire que ton estimation est pas bonne, elle est trop haute. Donc ça c'est mauvais signe. Et heureusement ça nous arrive très rarement quand même. On a toujours beaucoup d'intérêt dans les ventes. Drouot est quand même une très belle marque. Paris est un peu le grenier, enfin la France en général est un peu, c'est encore en France qu'on trouve des objets extraordinaires. Là, il y a, je sais pas si récemment là, on a trouvé un tableau de Cimabue, tu sais, dans un petit pavillon à côté de Compiègne, d'ailleurs par une amie commissaire-priseur que je salue qui s'appelle Philomène Wolf, et c'est elle qui a trouvé ce tableau dans cette maison très modeste, et c'était un tableau du XIIIe siècle. C'est vraiment un des peintres les plus importants primitifs italiens. Il y en a 20 dans le monde et c'était la première fois que ça passait aux enchères, et c'est passé aux enchères à Senlis. Ça s'est vendu pour 24 millions d'euros. Donc et ça a été trouvé comme ça dans une maison par une jeune commissaire-priseur. Donc voilà, ça c'est vraiment le rêve de tous les commissaires-priseurs. C'est de tomber sur un trésor. Comment est-ce que tu te fais connaître? Parce que comment est-ce que les personnes, les acheteurs, vont savoir qu'il y a une vente, sur un axe qui les intéresse eux? T'es obligé de te constituer un énorme réseau, t'es obligé de faire beaucoup de pubs? Oui, alors le réseau, il est essentiel. Le réseau, le réseau professionnel, le réseau, évidemment, nous on garde toujours tous les anciens acheteurs et vendeurs, mais on communique énormément sur tous les réseaux sociaux de manière générale, hein, que ce soit Instagram, Facebook, évidemment site internet, tout est en photo. On envoie des newsletters, on fait des catalogues, on fait des publicités, donc souvent dans la Gazette de Drouot ou dans d'autres supports. Ça dépend un petit peu de la vente. Tu vois, il y a un magazine qui s'appelle Le Moniteur où tu mets les ventes un peu plus de matériel. Enfin, ça nous arrive rarement de publier là, mais c'est plutôt la Gazette de Drouot. Du rédactionnel, la presse, par exemple pour les ventes de Radio France, on a eu une couverture presse absolument fantastique parce que c'était les premières ventes de ce type-là. C'était aussi un grand média national, évidemment, qui vendait. C'était Radio France, donc c'était extrêmement prestigieux. Et donc, tous les médias en ont parlé. Ça a été une couverture incroyable, et il y a eu la queue dans la rue Rainoir jusqu'en haut de la rue Rainoir, enfin pour venir à la maison de la radio pour les vendre. C'était le grand auditorium de Radio France était plein. Et donc ça, c'est parce que la communication presse a été très importante en amont et a fait venir vraiment le grand public. C'était une vente très grand public. D'ailleurs, des gens qui venaient pour la première fois souvent aux enchères, qui avaient jamais acheté. Donc là, il a fallu nous qu'on fasse un énorme effort de pédagogie, d'expliquer. C'est pas du tout la clientèle classique de Drouot où les gens connaissent par cœur. Ils y vont 3 fois par semaine à l'heure du déjeuner. Il y a vraiment des habitués de Drouot, des gens qui y vont même tous les jours, qui habitent à côté de Drouot, qui est 9 rue Drouot. D'ailleurs, je vous encourage tous à aller à Drouot. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. C'est un musée à ciel ouvert, c'est fantastique. Et il y a beaucoup de gens qui sont habitués à y aller tous les jours. Et donc là, nous, on avait une clientèle de nouveaux. Ils découvraient les enchères. Il a fallu tout expliquer, mais c'était bien. Est-ce que tu peux nous raconter un de tes succès professionnels? Un succès dont tu es fier, qui a fait bouger les lignes, mais qui n'est pas forcément un énorme projet, qui peut être un tout petit détail?
Mmh. Là vraiment c'est vrai, mais j'en ai déjà parlé. C'est vrai que Radio France restera pour moi les ventes Radio France restera une grosse étape dans ma vie professionnelle parce qu'on voilà, ça restera un très très bon souvenir. Et là on a encore beaucoup de ventes devant nous à préparer avec Radio France, étant donné qu'on a gagné l'appel d'offres avec la nouvelle structure. Et alors sinon moi j'ai travaillé chez Christie's aussi pendant longtemps. C'est là où j'ai eu le virus en fait. Des enchères, je l'avais déjà un petit peu avant, mais chez Christie's, j'ai vécu aussi des moments très forts, et ça a été notamment quand j'ai organisé toutes les cérémonies d'inauguration des locaux du siège de Christie's à Paris, qui est 9 avenue Matignon. C'était en 2000. Christie's à l'époque avait pas le droit de vendre aux enchères. Ça paraît fou maintenant parce qu'évidemment Christie's depuis organise beaucoup de ventes en France avec Sotheby's, mais à l'époque c'était un monopole des commissaires-priseurs français. Et donc en 2000, on a fait des énormes événements à Paris et à New York pour l'inauguration des locaux de Christie's à Paris avec Hubert de Givenchy qui était le président d'honneur. Donc c'est vrai que de travailler avec Hubert de Givenchy, avec les équipes de Christie's, avec François Pinault qui était qui est toujours le propriétaire de Christie's, de travailler avec toutes ces équipes pour mettre en place ces événements, ça a été un très très grand souvenir. Qu'est-ce que tu as fait toi qui a fait que ça a été un succès? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vraiment, par exemple, la scénographie. C'était l'exposition, si je m'en souviens bien, c'était Karl Lagerfeld. La première exposition qu'on avait, c'était la vente Karl Lagerfeld. Et on a organisé une scénographie avec les bons conseils d'Hubert de Givenchy, qui évidemment est, t'imagines le goût d'Hubert de Givenchy, la chance qu'on avait de pouvoir travailler avec lui. Et donc on a fait une scénographie extraordinaire dans les salons de Christie's avenue Matignon. Donc c'est d'ailleurs une scénographe qui travaille toujours, qui s'appelle Clémentine Vidal-Laurie, donc qui a travaillé aussi avec moi là-dessus. Et vraiment c'était magnifique. C'était la scénographie de l'exposition, des dîners. Le dîner, il y avait Hubert de Givenchy qui nous avait conçu des girandoles électrifiées, entièrement en carton. Enfin, à l'époque, c'était très novateur. On avait fait un décor incroyable et vraiment tous les invités, quand ils sont arrivés dans la salle James Christie, qui est la grande salle de vente de Christie's, ont été, je pense, totalement époustouflés. Ouais. Cette capacité à générer quelque chose d'époustouflant, c'était la première fois que tu mettais ça en œuvre chez toi, ou t'as d'autres souvenirs où t'avais déjà ces compétences-là? Alors moi, c'est vrai que j'ai toujours été très créative et j'aime bien relever des challenges. Donc là, c'est sûr que c'est des challenges comme ça me plaît, avec une équipe. Non, ça m'est déjà arrivé souvent de me lancer dans des projets un petit peu fous. Donc voilà, je t'ai parlé de Christie's à Paris. On avait fait pareil à New York pour l'inauguration du Rockefeller Center. On avait fait aussi un dîner absolument incroyable avec Madame Pinault notamment aussi, qui travaillait avec nous. J'aime bien me lancer dans des projets énormes avec en imaginant des choses qui sont d'ailleurs souvent avec des moyens finalement assez réduits. Parce que là, il fallait qu'on ait beaucoup d'idées, mais on n'avait pas non plus un budget énorme, et donc il fallait vraiment qu'on soit créatif. Et ça, c'est tout ce que j'aime. Et là, par exemple, pour les ventes Radio France, c'est des ventes aussi où on n'avait pas un budget du tout important de communication, de publicité. Donc on a réfléchi à des photos, qui étaient un peu décalées, qui étaient très bien pour Instagram, où tu sais, ça s'appelle des sleeve face, tu sais, où tu prends la pochette et tu la mets, tu mets tu fais des photos où, tu sais, avec la pochette du vinyle, tu le mets devant toi, et bon, bah ces photos, c'est vrai que alors c'est la librairie Mola à Bordeaux, je crois, qui a été la première à faire ça avec des livres, mais nous on a suivi cette idée et on a créé avec nos petits moyens, vraiment. Enfin, c'était nous en fait, hein, et on a fait ces photos-là et ça marchait super bien. Ça a été repris partout et ça s'est devenu ça continue à être utilisé d'ailleurs, ces photos. Elles continuent à marcher et à vivre leur vie. Cet attrait pour l'art, j'ai regardé ton CV et je me suis rendu compte que pendant que tu faisais une école de commerce, tu faisais aussi l'école du Louvre, c'est ça? Oui, alors moi, donc j'ai eu un parcours très classique académique, parisien, puis une prépa, puis après je suis rentrée à HEC. Donc et à HEC, c'est vrai que j'ai adoré mon école, mais j'ai trouvé que c'était
voilà, les cours qui me nourrissaient pas assez. Et après la première année où on s'est tous bien amusés sur le campus, en deuxième année avec une amie, c'est vrai que j'ai commencé l'école du Louvre. À l'époque, maintenant, j'ai l'impression que c'est les doubles profils comme ça sont très, très, très valorisés par les écoles, et notamment par HEC, et par l'ESSEC, et par plein d'autres écoles qui valorisent. À l'époque, c'était vraiment pas le cas. Moi, je suis diplômée en 94, et c'était compliqué de faire à la fois les cours à HEC et à l'école du Louvre. On jonglait vraiment entre nos emplois du temps. L'école du Louvre est une école fantastique où tu dois beaucoup, beaucoup travailler. Donc j'ai bossé beaucoup avec mon ami, et donc j'ai été diplômée de l'école du Louvre 1 an après être diplômée d'HEC. Et de toute façon, depuis toujours, moi je suis attirée par ça, par l'art, par les musées, par le beau en général, par la beauté que ce soit du monde, de la nature. Voilà, je trouve que le monde est beau, et qu'il faut quand même essayer d'en profiter au maximum. J'ai cet aspect-là. Et commissaire-priseur, c'était un objectif depuis longtemps, ou t'es arrivée par hasard dans ce métier-là? Alors, je suis arrivée. Alors déjà, c'est le virus des ventes aux enchères que j'ai eu par ma grand-mère, que j'adorais complètement, et qui était passionnée de ventes aux enchères. Parce que famille nombreuse, pas beaucoup de moyens, débrouille, et donc on achète dans les ventes aux enchères parce que c'est moins cher. Et donc elle s'était meublée entièrement et décoré sa maison entièrement comme ça. On y allait ensemble à l'époque à Paris ou à Bayeux en Normandie. Et donc là, j'ai pris le virus, et c'est vrai qu'après avoir travaillé comme directrice de marketing et de la communication chez Christie's, avoir organisé tous les événements dont je te parle, jusqu'à finalement 2001, l'organisation des premières ventes aux enchères chez Christie's à Paris, finalement, j'étais un peu frustrée d'être que du côté management, en fait, enfin du côté organisation. Je voulais me rapprocher plutôt des objets en eux-mêmes. Et donc j'ai voulu, quand j'ai quitté Christie's en 2003, j'ai repris mes études. Ça n'a pas été facile parce que j'avais déjà 3 enfants à l'époque, mais j'ai repris mes cahiers d'étudiante, et j'ai présenté le concours pour être commissaire-priseur en 2003. Et donc je me suis lancée dans ces études qui sont des études pas faciles. Pas facile, parce que tu dois faire un stage de commissaire-priseur. Tu repars vraiment tout en bas du bas de l'échelle de l'étude. Tu fais vraiment tous les boulots les plus ingrats pendant 2 ans. Donc c'est toi qu'on envoie dans l'entrepôt pas chauffé, très très loin. Voilà, c'est toi qui vas faire tous les boulots les plus ingrats. Mais voilà, j'ai terminé ces 2 ans, et après j'ai commencé à travailler comme commissaire-priseur. Est-ce que tu as eu dans ton passé professionnel des gens qui t'ont vraiment inspiré, et peut-être des commissaires-priseurs qui t'ont formé au métier, pas forcément uniquement sur la technique, mais aussi sur leur manière de travailler? Oui. Alors bon, déjà il y a les différents commissaires-priseurs que j'ai vus chez Christie's. Il y a quand même une façon de faire Christie's. Il y a d'ailleurs une école d'auctioning Christie's, et je suis encore beaucoup de commissaires-priseurs qui y travaillent, et c'est une façon de faire différente. L'auctioning Christie's, c'est justement une façon de se tenir très en avant. Tu vas vraiment à la rencontre des gens, tu te penches vraiment, t'es sur ta tribune, et tu présentes tes mains, tu vas vraiment vers les ça c'est typique Christie's. Donc c'est vrai que ces commissaires-priseurs de Christie's, ils m'avaient beaucoup impressionné parce que cette technique elle est très aboutie. Après moi j'ai rencontré dans mes cours de commissaire-priseur à Paris mon professeur avec qui ensuite j'ai travaillé pendant 12 ans, qui est un commissaire-priseur parisien, et ensuite on a travaillé pendant 12 ans ensemble dans une étude, et lui il m'a beaucoup marqué, il m'a beaucoup appris. C'était notre professeur de ce qu'on appelle le tour de salle à Drouot, c'est-à-dire que pendant tes études, on te met dans la situation réelle d'un inventaire, c'est-à-dire qu'on rassemble dans une salle à Drouot une quinzaine de mobilier, objets d'art, et avec tous les élèves, tu dois évidemment les estimer dans un temps limité, et donc ça fait partie de l'examen de commissaire-priseur. Donc c'était notre prof, et lui, c'est vrai que il m'a beaucoup appris. Et voilà. Qu'est-ce qu'il fait de spécial?
ce qu'il fait de spécial, c'est qu'il m'a appris comment faire pour bien regarder bien regarder une chaise, comment ouvrir les tiroirs d'une commode pour regarder sur les côtés le montage, pour voir effectivement si le montage est ancien ou pas. Comment regarder dans un tableau, regarder effectivement les craquelures. C'est en fait le métier de commissaire-priseur, c'est un œil, il faut avoir un œil, mais c'est beaucoup de technique et c'est de l'expérience. Et il m'a vraiment fait bénéficier de son expérience. Voilà, la taille, la forme des craquelures, est-ce qu'elles sont en escargot, est-ce qu'elles sont plus grandes, est-ce que donc c'est plutôt 19e, c'est plutôt 20e. Regardez évidemment l'arrière du tableau, est-ce que le tableau a été rentoilé ou pas. Regardez, apprendre les poinçons d'argent, regarder les émaux, regarder les verres. En fait, c'est une curiosité générale qu'il faut avoir et il faut être très observateur et avoir vu beaucoup d'objets, en fait, pour être un bon commissaire-priseur. C'est pour ça les bons commissaires-priseurs, souvent, sont les commissaires-priseurs qui ont un peu roulé leur bosse, quoi. Plus tu as vu d'objets et de tableaux, plus tu as appris. Est-ce qu'on peut se faire avoir en tant que commissaire-priseur? Est-ce qu'on peut ne pas avoir détecté, du coup, un faux? Est-ce qu'on peut s'être trompé sur une origine? Ah oui, c'est possible. Évidemment, il faut pas que ça t'arrive trop souvent parce que c'est quand même très embêtant. Alors moi, j'ai appris quelque chose, c'est quand quelque chose de un tableau trop important qui t'arrive trop facilement, c'est qu'il y a un problème. Donc on est très méfiant. À la base, on est assez méfiant. Il n'y a pas quelqu'un, jamais, qui va passer devant ton étude avec un Picasso sous le bras et qui va sonner et qui va rentrer. Donc si ça se passe, c'est qu'il y a un problème. Et ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'un monsieur qui est très chic, qui se présente effectivement avec un Picasso. Autant dire qu'on l'a pas pris, le Picasso. Parce que sinon, c'est participer à un recel éventuel, exactement. Des choses comme ça. En fait, nous, on ne prend que des biens qui viennent de gens qu'on connaît, en fait. Où on peut remonter, où la provenance est garantie. C'est à nous de vérifier d'où ça vient. Si on sent qu'il y a le moindre doute, on ne prend pas. Et c'est pas grave. D'ailleurs, je pense que Picasso de toute façon était pas bon en l'occurrence, mais on préfère ne pas prendre une affaire qui est un petit peu suspicieuse parce que ça peut être vraiment beaucoup d'embêtements après. Et on connaît les gens qui viennent nous voir, on les connaît. L'intuitu personnel, il est très important. Et on sait, et les personnes qui viennent nous voir nous expliquent d'où viennent les objets. Voilà, il faut que l'histoire soit tienne en fait. Sinon, si on a le moindre doute, on n'y va pas. Une question que je poserais pas à un homme, mais est-ce qu'être une femme commissaire-priseur, c'est rare? Et en quoi est-ce que c'est un avantage? C'est sympa que tu me dises c'est un avantage. Alors c'est rare, il y en a de plus en plus. Je crois que dans les promos de commissaire-priseur, là dans les dernières années, il y a de plus en plus de femmes. Donc ça, je m'en réjouis évidemment et je suis hyper heureuse que ce métier se féminise parce que c'est vrai que il y a 20-30 ans, il y avait très peu de femmes commissaire-priseur. Je crois que la première femme commissaire-priseur à Drouot, c'était dans les années 80. Enfin, c'est quelque chose vraiment d'assez récent. Enfin, c'est incroyable d'ailleurs de se dire ça. Alors maintenant, il y en a de plus en plus. Elles se débrouillent très bien. Elles sont très fortes. Voilà, je t'ai parlé de ma consoeur qui avait trouvé ce tableau incroyable à Senlis. Elles sont très bonnes. Et je pense que c'est un avantage parce qu'on est à la fois très compétente, très bosseuse, très sérieuse, et on a quand même aussi cette empathie après que les hommes ont. Enfin, franchement, je veux pas rentrer dans des préjugés sexistes, mais on a quand même, on arrive quand même dans des situations qui sont parfois difficiles. Souvent d'ailleurs. Enfin, tu vois, quand tu arrives pour faire dans un inventaire de succession, c'est toujours un moment qui est évidemment douloureux, difficile. Donc, il faut que tu viennes avec ton professionnalisme et aussi tout bêtement ta gentillesse. Enfin, il faut être pro et sympa et prendre le temps. En fait, prendre le temps de parler aux gens, de les conseiller, qu'ils te fassent confiance et qu'ils sachent que tu seras toujours là pour être de bons conseils et pour les accompagner du début jusqu'à la fin. Voilà. Et t'as un côté impartial probablement, c'est-à-dire que il y a le côté empathique où t'as envie de te rapprocher aussi d'eux et en même temps il faut que tu restes à distance pour être juste dans l'évaluation. Mais l'évaluation de toute façon, elle est totalement objective.
Et en revanche, ce qu'il faut, c'est de la faire accepter. Et ton évaluation, elle doit rester totalement objective. C'est l'évaluation de la valeur du marché actuellement en 2019, bientôt 2020. Tu donnes ton prix et après, il faut l'expliquer, ton prix. Parce que c'est toujours il y a toujours une différence entre la prise, enfin vraiment ce que on dit, il y a souvent une valeur décorative. Tu peux avoir des choses qui sont très beaux, mais qui n'ont aucune valeur. Donc il y a le prix et la beauté en fait qui sont pas forcément corrélés. Et donc il faut expliquer, il faut pouvoir expliquer aux vendeurs pourquoi tu as mis ce prix-là, le justifier, montrer ce qui s'est vendu dans les années passées, éventuellement en parler avec l'expert, que l'expert les rend compte. Il faut toujours expliquer ce que tu fais. Pourquoi tu mets ça et si jamais le vendeur n'accepte pas ton estimation, eh ben c'est pas grave. Dans ces cas-là, tu le vends pas. Enfin, tu ne vends pas l'objet et voilà, tu ne fais pas la vente. C'est pas grave. Est-ce que tu t'appuies sur la data, sur la donnée, sur des données des ventes passées, et est-ce que vous avez accès aux archives pour avoir une estimation du marché comme l'immobilier? Ah oui, ça on s'en sert quotidiennement. Quotidiennement, on a différents sites qui nous donnent auxquels on est abonné et qui nous donnent effectivement accès à toutes les datas des ventes passées, artiste par artiste. Il y a aussi le site de Drouot qui est très bien référencé. Il y a d'autres sites, il y a celui d'Interenchères, il y en a d'autres. Et donc sur ces sites-là, c'est vrai qu'on peut retrouver par artiste ou par type de mobilier les prix. Et c'est indispensable parce que c'est vraiment la réalité. Moi, c'est toute la beauté de la vente aux enchères, c'est que c'est transparent. C'est un marché transparent et moi ça j'adore. C'est totalement transparent. Pour moi c'est le vrai prix, c'est le bon prix, c'est celui qui s'est fait avec tout était sur internet. Les gens qui pouvaient être intéressés, ils ont pu avoir l'information dans le monde entier. On a des acheteurs indiens, chinois, vietnamiens, russes, vraiment des gens qui viennent mais du monde entier acheter dans nos ventes parce qu'ils ont eu l'accès par internet. Et donc le prix qui arrive, c'est le bon prix. Voilà. C'est le prix du marché ce jour-là. C'est le prix du marché ce jour-là, et ça, je trouve c'est vraiment rassurant pour les vendeurs. Et notamment quand il y a une problématique de partage ou d'indivision, le prix obtenu en vente, c'est le bon prix. D'ailleurs, la loi française effectivement se fonde beaucoup sur le prix des ventes aux enchères en disant que c'est tout l'intérêt des ventes aux enchères publiques, c'est le bon prix. Le prix qui est obtenu est le bon prix. C'est un métier où tu dois te déplacer, où tu rencontres plein de personnes, où tu as différentes facettes de ton métier. Comment est-ce que toi, tu te ressources? Alors, c'est vrai qu'on bouge pas mal. Moi, je me ressource beaucoup. Alors, je cours. Je cours dans le bois de Boulogne. J'habite à Paris. Et donc, je cours. J'essaie de courir 2 fois par semaine. C'est très important. J'ai fait des marathons. Voilà, je suis vraiment sportive. Et je pense que le fait d'être sportif, c'est important dans notre métier parce qu'il faut être en forme. Faut être en forme quand tu fais une vente, faut être en forme pour tes clients. Il faut parce qu'il faut tenir le rythme. Une vente c'est long. Une vente ça dure parfois 4 heures. 4 heures où t'es avec ton marteau et tu dois pas être fatigué, tu dois pas avoir de coups de mou quoi. Tu dois être bien tout le temps. Donc moi je cours et je fais du vélo. J'imagine que comme tu as été formé, tu formes aussi des plus jeunes. Tu as des stagiaires que tu envoies dans les entrepôts froids, loin. J'y vais avec eux. J'y vais avec eux dans les entrepôts. Mais c'est vrai, il y a cette tentation parfois. Qu'est-ce que tu leur dis? Qu'est-ce que tu leur donnes comme conseil, eux qui rentrent en fait sur ce marché du travail? Le conseil, c'est toujours c'est quand même la présentation. Hein. Il faut qu'on soit, nous, on a un métier quand même il faut qu'on ait une présentation qui soit toujours impeccable. On peut pas se permettre d'être dans une tenue un peu négligée. Voilà, il faut qu'on ait toujours quand même une très bonne présentation, une politesse, ponctualité, politesse, enfin tout ce que le classique de quelqu'un qui rencontre des clients, hein, je dirais. Ensuite, il faut être extrêmement rigoureux. Tu peux pas te permettre de ne pas voir un meuble ou un tableau. Donc quand tu fais un inventaire, tu dois être très précis, très détaillé. Parfois c'est fastidieux, mais t'en as marre parfois d'ouvrir tous les tiroirs et tu dois compter toutes les petites cuillères, toutes les fourchettes, mais tu dois le faire. Parce que si tu le fais pas, ton inventaire est pas exhaustif et ton inventaire doit être vraiment détaillé, précis.
parce que sinon tu ne te rends pas un bon service. Donc voilà, je dirais des qualités de soft skills importantes et de rigueur et de travail. Enfin, faut être voilà, évidemment l'honnêteté, mais bon, ça tu peux pas faire ce boulot si t'es pas honnête, hein. Ouais, faut être quand même honnête. Et est-ce que tu les encourages à continuer à avoir des expositions, à continuer à apprendre, Oui, ah bah il faut. Alors c'est vrai que mais qu'est-ce qui me ressource? J'aurais pu parler de ça évidemment. Moi, ce qui me ressource, c'est les musées, les expositions. Alors j'ai pas énormément de temps, mais j'essaie d'y aller le week-end. Le week-end, je me ressource beaucoup en voyant des expos et ça fait partie de notre métier, je pense. Il faut qu'on soit au courant de l'actualité du marché de l'art. Il faut qu'on soit au courant de ce que font nos confrères. Il faut qu'on soit au courant des grandes expositions parce que ça a un impact de toute façon sur le marché. Quand un artiste est, voilà, c'est évidemment l'impact, il est immédiat. Et donc dans les voyages, moi c'est vrai que nos voyages en famille, nous ils sont quand même très culturels, hein. Et donc on continue même en voyage à apprendre. Et ça c'est vrai que les stagiaires, je leur dis de lire. Faut lire le Journal des Arts, faut lire la Gazette de Drouot, faut lire papier ou internet. Il faut aller voir des expos. Parfois c'est un budget important pour les étudiants, mais bon il y a souvent des moyens, même quand tu es étudiant, d'aller à des nocturnes gratuites ou le premier dimanche. Voilà, je les encourage vraiment à le faire. Et de toute façon, t'arrives pas là par hasard. T'arrives généralement dans une étude de commissariat parce que tu aimes l'art. Voilà. Sinon, tu n'arrives pas là. Elsa, je voulais te poser une question et je sais que tu t'es préparée un peu à cette question-là, donc tu vas probablement avoir plein de choses à me raconter. Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu as le temps de lire? Qu'est-ce que tu aimes écouter? Sinon, peut-être aussi. Est-ce que tu as des choses intéressantes à partager avec nous? Alors c'est vrai que moi je suis vraiment passionnée de lecture et je pense que c'est un moyen précieux pour enrichir sa vie quotidienne et ses connaissances. J'adore ça. Et il y a beaucoup de livres, notamment passionnants autour du monde du marché de l'art. Donc dès qu'il y en a un qui sort, je me jette dessus. Je les lis tous. Ils sont pas tous forcément passionnants, mais il y en a que je peux un peu vous recommander. Donc je suis une grande fan de Maurice Reims, qui était un des plus grands commissaires-priseurs français, et donc je vous conseille tous les livres de Maurice Reims où il explique sa passion des objets. C'était vraiment un grand découvreur d'objets. Voilà, donc tous les livres de Maurice Reims, en plus ils sont bien écrits. Il était membre de l'Académie française, donc c'est le seul commissaire-priseur, je crois, qui a été membre de l'Académie française. Et un grand monsieur, un grand monsieur, donc Maurice Reims à fond. Ensuite, il y a un livre qui vient juste de sortir, que je vous recommande aussi, qui s'appelle Le Grand Art, de Léa Simonet Allegria, et qui est vraiment un délice, parce qu'il raconte effectivement toute l'histoire de la redécouverte d'un tableau, donc tout le travail d'une femme expert qui va s'accrocher, rechercher pendant des mois parce qu'elle croit à l'attribution d'un tableau. Donc on découvre effectivement la patience, la détermination qu'il faut quand on découvre un tableau ou une œuvre et il faut se battre pour l'attribuer. Donc tout ce travail de fourmi, de détective, est très bien décrit dans ce livre que j'adore, Le Grand Art. Et bon, enfin il y en a beaucoup d'autres. Il y a Jean Bedel qui a écrit énormément de livres sur les antiquités et la brocante, qui sont très faciles à lire, très agréables. Il y a la Gazette de Drouot, que je vous recommande de lire toutes les semaines. Et il y a la page marché de l'art des Échos, tous les vendredis, que je vous recommande aussi de lire. J'ai oublié de parler d'une BD. Je sais pas si je peux aussi vous la recommander. C'est une BD, bon j'adore les BD aussi. Une BD qui s'appelle Adjugé, l'histoire des commissaires-priseurs et des ventes aux enchères en bande dessinée. C'est aux éditions Connivence. Et ça, moi, je l'offre à tous les jeunes, tous les stagiaires avec qui je travaille. Et pareil, pour connaître l'histoire des commissaires-priseurs depuis les Romains jusqu'en 2020. Très, très bonne BD. Adjugé. Tu lis à quel moment de la journée? Je lis des petits moments volés, je lis dans le métro, je lis le soir avant de m'endormir, je lis le week-end.
Je lis vraiment dès que je peux en fait. Mais je lis au moins 2 livres par semaine. On arrive à la fin de notre entretien. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé, qui te tenait à cœur et dont tu aurais aimé parler ? Moi, je pense que vraiment, il faut avoir le sujet, c'est vrai que j'ai la chance de faire un métier qui fait rêver. Après, je voudrais quand même qu'on comprenne que le métier de commissaire-priseur, c'est pas que du rêve. C'est effectivement, on voit juste la partie immergée de l'iceberg quand on voit la vente aux enchères, mais il faut comprendre qu'avant, c'est beaucoup de pédalage et beaucoup de travail, et que c'est vraiment les 5 derniers pourcents qu'on voit quand on voit une vente aux enchères où on se dit oh là là, c'est classe avec le marteau, mais avant, ça a été beaucoup de travail. Beaucoup de travail, et ça c'est vrai que voilà, cette réalité du métier de commissaire-priseur, pour moi elle est importante, parce que en fait nous, notre métier, c'est d'aller trouver des choses à vendre, donc on est un peu des commerciaux, mine de rien, et donc il faut que notre réseau soit étoffé. Le réseau, c'est hyper important, un vrai réseau avec des vrais liens, pas un réseau superficiel, un vrai réseau de confiance. J'ai dit, la confiance était importante, la provenance. Et donc ça, c'est ce qu'on doit faire, construire toute sa vie. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton avenir professionnel ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est d'avoir des très belles ventes avec Adhère EP. Donc il y a des belles choses qui se profilent pour 2020. Donc j'espère qu'elles vont se conclure. Là, on a des très belles pistes. Donc c'est le démarrage d'une nouvelle activité. Donc voilà, ça c'est vrai que si à la fin de 2020 j'ai réalisé des belles ventes du patrimoine d'entreprise, j'aurais réalisé une belle année. Voilà. Parfait, on te le souhaite. Merci, c'est sympa. Merci. J'espère que vous avez apprécié ce podcast autant que nous avons aimé le préparer et l'enregistrer. Vous retrouverez les notes et les références citées lors de cet épisode sur notre site humanlx.com, humanlx.com. Vous avez des invités à nous suggérer ? Mettez-nous en relation, nous adorons mener ces conversations sur la réussite. Talent précieux est produit par Human Learning Expedition, cabinet de conseil comportemental qui facilite les réussites des organisations en libérant 4 types de comportements gagnants. Une curiosité pragmatique, une agilité dans la durée, une audace mesurée, une collaboration inclusive. Pour en savoir plus sur HLX, connectez-vous sur HumanLX ou suivez-nous sur Facebook, Instagram, sur LinkedIn ou sur Twitter. Merci pour votre écoute et à bientôt.